Des millionnaires par millions, une guerre des étoiles et à Hollywood, ainsi que des hôpitaux qui se meurent, c'est tout le programme d'aujourd'hui. Bienvenue à tous et à toutes dans ce nouvel épisode des Actus Réfractaires qui vous décrypte de façon critique l'actualité nationale et internationale en 10 minutes. C'est une toute nouvelle chaîne YouTube et on a donc besoin de vous pour partager cette vidéo, mais surtout vous abonner et nous faire des retours critiques sur la vidéo que vous êtes en train de voir pour qu'on puisse s'améliorer et qu'on soit prêt en septembre lorsque nous allons lancer notre quotidienne. Nous sommes donc le lundi 21 août et c'est parti pour l'actu. On va commencer avec le rapport annuel de la banque UBS qui montre que la France est le seul pays de l'hémisphère nord où le nombre de millionnaires a progressé en 2022. Et la fortune des milliardaires français est passée de 82 milliards à 442 milliards en 10 ans. C'est plutôt pas mal quand même, hein ? Et ça alors que globalement dans le monde il y a de moins en moins de millionnaires. Alors comment est-ce qu'on explique ce très bon résultat de l'équipe de France ? Des riches. Déjà, il faut savoir qu'en France, 71% de la fortune des riches est investie dans l'immobilier, un secteur qui continue globalement d'augmenter ces dernières années et qui a permis à des multipropriétaires d'être millionnaires et donc de gagner au jeu du capitalisme, j'imagine, c'est ça l'objectif, d'être si riche que ça. Là où aux États-Unis, 76% de la fortune des riches sont placés dans les marchés financiers avec beaucoup plus de variation. Il suffit que l'action Tesla baisse pour que Musk ne soit plus l'homme le plus riche du monde et que des milliers d'actionnaires ne soient plus millionnaires. Au niveau mondial, 52,5% de la population détiennent seulement 1,1% de la richesse globale, pendant que les 1% les plus riches détiennent près de 50% des richesses globales. Donc la France est un petit îlot qui permet encore aux riches de s'enrichir et d'être de plus en plus nombreux. Mais ça va de pair avec autre chose, c'est-à-dire l'augmentation de ceux qui sont en bas de l'échelle sociale. C'est la pauvreté et elle explose dans notre pays. Et ça se traduit dans le réel, déjà avec l'inflation qui continue d'augmenter malgré les annonces hebdomadaires du gouvernement qui dit que ça va s'arrêter, mais au final pas vraiment. Le rapport annuel de la fondation l'Abbé Pierre montre eux un doublement du nombre de sans-abri en 10 ans. La fondation note aussi qu'1 210 000 personnes ont été en situation d'impayé de loyer ou de charges dans l'année 2022. Dans un rapport annuel de la Banque alimentaire cette fois, on apprend que le recours à l'aide alimentaire a triplé en France en 10 ans. La Banque alimentaire montre que les personnes aidées le sont à cause de salaires trop bas ou de contraintes précaires, des CDD ou des temps partiels subis. Un prix de l'alimentaire qui, nous dit-on, est causé par le prix de l'énergie. En tout cas, ce n'est pas l'avis du Fonds monétaire international qui a montré que l'inflation est essentiellement causée par l'augmentation des marges des plus grosses entreprises, notamment de l'agro-industrie et de l'énergie comme le pétrole. C'est-à-dire qu'ils profitent de la montée des prix pour augmenter leurs marges et donc leurs profits, et ça se voit dans les chiffres records qu'ils annoncent jour après jour. Donc on est dans des cercles vicieux, les riches captent toujours plus de richesses, nous avons moins d'argent pour consommer, donc l'économie ralentit. L'inflation permet aux riches d'augmenter leurs profits, mais ça oblige les États à baisser le nombre de crédits bancaires. Il y a donc moins d'investissement dans l'économie qui ralentit encore une fois. Et les États refusent de réguler les profits, les riches et les dividendes parce qu'ils ont besoin de ces riches-là pour emprunter dans les marchés financiers. On a donc une économie qui baisse, un État qui s'endette encore et une classe de propriétaires qui accumulent les richesses au détriment de tout le reste, y compris de nos vies. Ça, c'est une impasse économique, une impasse même du capitalisme qu'on ne pourra pas surmonter sans changer les règles du jeu. Et c'est ça aussi l'enjeu des mouvements contestataires contre les inégalités qui s'organisent partout dans le monde, en France et aussi en Grande-Bretagne, qui sera le sujet d'une prochaine vidéo de la chaîne du Canard Réfractaire ce mercredi. Alors vas-y, abonne-toi, ça fait 2 bonnes raisons d'y aller là.
On passe à la seconde info. Sous un fond de reprise de la guerre froide, plusieurs États reprennent leur programme spatial lunaire. C'est le cas de la Russie, de l'Inde, mais aussi des États-Unis et de la Chine. Et on va essayer de déblayer un petit peu tout ça pour vous. Ce week-end, la Russie a tenté un alunissage de sa mission Luna 25. L'objectif était de faire des analyses des sols des pôles sud lunaires où les USA pensent avoir identifié de l'eau glacée. La mission indienne Chandrayaan-3 devrait quant à elle alunir le 23 ou 24 août. Les scientifiques indiens ont un objectif similaire, l'analyse de la composition des sols lunaires, mais aussi poser un robot là où les Russes n'avaient comme idée que de mettre une sonde. Quant à la Chine, elle prévoit un lancement courant 2024. C'est la mission Chang'e 6 qui a pour but de ramener des échantillons du pôle sud, encore une fois, de la Lune. Enfin, les États-Unis vont eux envoyer un équipage et se poser sur le pôle sud lunaire en 2025. Je vous rappelle que la dernière présence humaine sur la Lune remonte à 1972. Les missions Luna russes devaient être réalisées en collaboration avec l'Agence spatiale européenne, sauf que, évidemment, les agences spatiales européennes se sont retirées de cette collaboration à cause de la guerre en Ukraine. La Russie a alors annoncé maintenir ses missions malgré tout pour redevenir une puissance spatiale, la guerre freinant tout de même les financements dans le domaine du spatial. Et comment cette histoire s'est terminée? Luna 25 s'est crashé durant son alunissage. Bon, tant pis, c'est le 3e échouage d'alunissage de suite pour la Russie qui décidément n'y arrive pas. Les États-Unis se préparent à une guerre spatiale, mais pas contre la Russie qu'elle ne considère pas assez crédible dans la conquête de l'espace après tous ses échecs. Non, avec la Chine qui a, elle, créé des lasers capables de mettre hors service des satellites ennemis. Et sont à l'étude aussi des missiles anti-satellites et des technologies de brouillage des satellites GPS. Le conflit spatial pourrait donc exister entre la Chine et les États-Unis. Pour rappel, les satellites ont plusieurs applications. Militaires d'abord, mais aussi économiques. Ça relance les investissements, donc ça profite à tous les secteurs, notamment l'armement, et ça permet d'étendre le réseau Internet par satellite. Et l'Internet par satellite, c'est ce qui permettrait notamment une connexion en tout lieu et en toute heure des véhicules autonomes électriques. Pourtant, le traité de l'espace extérieur de 1967, adopté par tous les États parties prenantes, empêche l'emport d'armes de destruction massive dans l'espace et dicte une exploitation pacifique de la Lune. Mais un traité non contraignant ne pèse pas grand-chose face aux enjeux économiques et militaires. Donc on pourrait bien vivre des conflits spatiaux à l'avenir. Et évidemment, si ça se passe, on vous en parlera ici. Évidemment, vous connaissez la chaîne maintenant. Allez, on passe maintenant au vite fait. Plusieurs services d'urgence français sont saturés, comme à Nantes ou à Anvers, ou encore à Strasbourg, ou encore à Arcachon, ou encore dans à peu près toutes les villes de France en fait. Dans plusieurs services d'urgence en France, l'accueil se fait sur un parking cet été, faute de place et de personnel. Ce sont des médecins généralistes volontaires qui viennent pallier au manque de personnel. Il y a un article du Figaro notamment qui raconte qu'à Bordeaux, les patients sont baladés entre les différents hôpitaux. Certains sont obligés de fermer leur urgence faute de personnel et la prise en charge des patients met plusieurs heures. Des blessures bénignes deviennent alors mortelles faute de soins et de personnel. Les ambulances qui sont donc obligées de garder leurs patients dans leur camion, ce qui fait qu'ils ne peuvent plus se déplacer dans les villes et secourir les personnes, ce qui fait que la saturation à l'hôpital rend totalement inopérant tout le système de santé. Et l'article parle notamment d'histoires assez dramatiques avec par exemple une femme enceinte qui, faute de soins, a perdu son enfant. Le président Emmanuel Macron avait pourtant présenté son plan santé en janvier dernier. Il proposait entre autres une réorganisation du travail pour qu'il ne manque plus de personnel. Tant pis, hein. Le plan prévoyait par contre ni augmentation de salaire, ni réouverture de lits. Pourtant, plus de 17 000 lits d'hôpitaux ont été fermés depuis la première élection du président en 2017. La plateforme Airbnb vient de signer une charte avec le ministère du Tourisme dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris en 2024. La plateforme s'engage dans cette charte à alerter les clients que les tarifs ne correspondent pas au prix habituel de la zone. Pour rappel, le tarif des appartements Airbnb est en train d'exploser pour la période des Jeux Olympiques.
géographique. Une nuit à Paris en appartement Airbnb pourra coûter jusqu'à 1 500 €. Il faudra compter à minima 85% de plus que les tarifs habituels pratiqués. 20% des franciliens souhaitent ainsi mettre leur appartement sur la plateforme durant l'été 2024. Les locations saisonnières vont augmenter les tarifs à la vente ou la location sur les zones déjà tendues. Le nombre des biens disponibles étant réduit, certaines mairies ont déjà mis en place des quotas de logements saisonniers pour éviter ce phénomène. Et pour ce dernier vite fait, nous allons à Hollywood, où la grève des acteurs et des scénaristes dure depuis le mois de mai. Plus de 100 jours de grève, comme en 2007, en 2008, où 100 jours de grève avaient coûté 2 milliards de dollars à l'industrie du cinéma. Des acteurs stars montrent leur soutien à leurs collègues. Il y a par exemple Nathalie Portman, Jude Law, Peter Dinklage ou encore Joseph Gordon-Levitt qui annulent leur venue au festival de films américain de Deauville en solidarité avec leurs homologues. De toute façon, Deauville, c'est pas si ouf que ça en vrai. D'autres acteurs comme Meryl Streep et George Clooney ont accompagné le SAG-AFTRA, le Screen Actors Guild American Federation of Television and Radio Artistic. Ouais, c'est Ellie qui a écrit les textes de la quotidienne, n'hésitez pas d'ailleurs à dire ce que vous en pensez, et du coup il met plein de mots anglais comme ça, je pense que c'est pour m'embêter. Bref, ils ont déposé 15 millions de dollars dans la caisse de ce syndicat pour les grévistes, de quoi durer très longtemps. Les négociations avec les représentants des producteurs ont repris il y a quelques jours. Les revendications portent toujours sur les salaires, mais aussi le non-recours aux intelligences artificielles dans l'écriture des scénarios, et sur des améliorations des conditions de travail. Et c'est là-dessus qu'on termine cette vidéo. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de l'actu réfractaire. À partir de septembre, on se retrouve tous les jours de la semaine pour un résumé de l'actualité de façon critique et en moins de 10 minutes. À peu près moins de 10 minutes. De temps en temps, ça va dépasser, voilà, mais globalement, c'est ça. D'ici là, on fera un format qui va sortir de manière aléatoire en août pour avoir un maximum de vos retours et qu'on soit prêt en septembre pour casser la baraque. Mais oui, on est là pour ça, les gars. Sur ce Amis réfractaires, on attend vos retours avec impatience, que ce soit au niveau de l'écriture ou de la forme, et on se dit à la prochaine. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne, c'est très important de vous abonner. Quack.